Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre nos cours sur les rapports de l'homme à l'animal dans l'ère de l'Anthropocène, avec aujourd'hui un rapport un peu particulier qui est un rapport d'antagonisme, puisque nous allons aborder l'animal dit nuisible, qu'on dit maintenant susceptible d'occasionner des dégâts. Alors pourquoi ce changement de terminologie? On est passé de l'animal malfaisant, l'animal qui était considéré comme une peste, puisqu'on parle des pesticides pour détruire certains éléments de la faune. Eh bien, c'est à l'occasion de la loi, discussion de la loi sur la biodiversité du 8 août 2016 qu'il y a eu un changement de dénomination. Le Code de l'environnement, jusqu'en 2016, employait les termes de nuisibles, employait les termes de malfaisants, pour qualifier les espèces qui faisaient occasionnaient des dégâts et qui, de ce fait, justifiaient leur destruction sans que l'on prenne nécessairement en compte leur participation réelle ou effective, puisqu'elle pouvait être supposée, mais on verra avec un certain nombre de correctifs par la jurisprudence. Et en fait, le terme nuisible était employé dans deux acceptions particulières, dans deux dispositifs distincts. Tout d'abord, l'article L427-6 du Code de l'environnement, qui visait les espèces, donc y compris ce qu'il faut bien comprendre dans la notion d'espèce nuisible, c'est que même des espèces protégées peuvent être considérées comme nuisibles, par exemple comme le Phalacrocorax carbosinensis, donc le grand cormoran dont je vous avais évoqué les éléments la fois où j'avais évoqué le cours sur les espèces protégées. Et donc vous avez des espèces qui peuvent provoquer des nuisances ou des dégâts qui justifient des opérations qu'on dit de régulation administrative. Alors que pour les autres, on le verra, on ne parle pas de régulation, mais de destruction. C'est pour ce qui concerne celle de l'article L427-8, où les espèces sont considérées comme nuisibles et peuvent donc être éliminées en tout temps dans des conditions fixées par décret. Or, il a paru au législateur le fait que cette définition, cette dénomination n'était pas très opportune et avait suggéré de remplacer le terme nuisible par le terme déprédatrice. Mais en cours de débat, le terme déprédatrice a été éliminé tout simplement parce que ça pouvait laisser croire que ces espèces, par nature, étaient susceptibles d'occasionner des dégâts. Et donc, vous avez eu un renversement d'un certain nombre de discussions, un renversement de vocabulaire, et désormais, on parle d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, si je vais parler souvent d'espèces nuisibles, remettez-le dans le contexte actuel d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors, pourquoi je vais employer le terme antérieur et pas le terme actuel? C'est que toute la réglementation fondée sur la loi, donc le Code de l'environnement essentiellement, le Code rural et le Code général des collectivités territoriales du fait du pouvoir de police du maire, notamment pour substituer des propriétaires qui seraient défaillants, eh bien, toutes les explications sont données, notamment au préfet, par une circulaire du 26 mars 2012 sur la question des procédures de classement et de destruction d'espèces d'animaux nuisibles. Or, il est en cours de rédaction la nouvelle circulaire sur ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Je me fonderai donc toujours sur l'ancienne appellation, mais remettez-la un peu au goût du jour. Alors, une petite approche historique tout d'abord, pour bien comprendre le contexte dans lequel on se situe dans ce rapport un peu particulier de l'homme à l'animal, qui est fondé finalement sur la destruction, de façon plus juridique, sur la régulation. Et cette approche, si vous voulez, le terme malfaisant qu'on avait initialement n'a plus le même sens qu'il a aujourd'hui, n'a plus de signification et va disparaître du vocabulaire. La distinction entre nuisible et malfaisant, essentiellement liée, d'abord constituée par l'animal sauvage dans tous les cas, mais le point commun entre les deux, donc l'animal nuisible et l'animal malfaisant, c'est celui qui fait du mal et qui n'est pas bon à manger. Donc finalement, il ne présente que des disutilités, on dirait dans un vocabulaire plus contemporain, que des disservices, donc des services écosystémiques négatifs. Et surtout, c'est que le préjudice que vont occasionner ces animaux, eh bien, sont considérés comme étant supérieurs aux bénéfices que peut en retirer l'homme. Et donc, leur élimination, quels que soient les moyens, on le verra, est considérée comme étant d'ordre public. Et c'est bien au titre de l'ordre public et donc de la police que le préfet va intervenir, que le maire
va intervenir, voire même déléguer les modalités de régulation à certaines structures privées comme les fédérations de chasse. Et finalement, le nuisible se place comme un espèce de compétiteur, comme un compétiteur de l'homme. Il mange les mêmes ressources que celui-ci, en tout cas il les prélève dans la nature comme le ferait l'homme à l'occasion de la chasse, et surtout, c'est que l'animal nuisible peut se nourrir d'éléments que l'homme met en culture pour lui-même en bénéficier. Et donc finalement, il devient indésirable parce qu'il est perturbateur d'un certain équilibre dans la relation homme-nature. Le gibier, lui, c'est sans doute un animal qui cause des dommages. La preuve en est du lapin de Garenne ou du sanglier, par exemple, mais de ce point de vue, il présente une utilité pour l'homme. Alors je cite quelques éléments piochés ça et là, c'est que il peut causer des dommages, mais sa viande est délectable. Donc il présente un intérêt par rapport au nuisible qui, lui, ne présente même pas l'utilité de pouvoir être consommé en tant que tel. Le gibier, donc, de ce fait, doit être protégé par la loi au nom de l'intérêt général pour qu'on puisse se nourrir de ce gibier, alors que le nuisible doit être détruit parce qu'il est contraire à l'intérêt général. Et l'animal malfaisant, quant à lui, se distingue tout simplement parce qu'on a la possibilité de le détruire, qu'il ait ou non commis des dommages. Il est malfaisant par nature, il fait mal les choses selon l'appellation, et donc, comme il n'apporte rien de bon ni à l'homme ni à la nature, il faut le détruire en tant que tel. Mais ce concept d'animal malfaisant, c'est un concept éminemment historique en définitive, et il n'a plus cours dans le vocabulaire juridique. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de distinguer le malfaisant du nuisible, comme cela a été le cas à une certaine époque. Et finalement, dans la mesure où le nuisible, c'est l'animal sauvage qui ne peut faire que du mal, qui est impropre à la consommation, seule une régulation est possible. En revanche, pas un anéantissement, parce qu'on est quand même conscient d'un certain équilibre écologique qu'il peut apporter. Mais en tout état de cause, et c'est en cela que le vocabulaire a son sens, c'est que la qualification de nuisible permet de détruire l'animal. Il est considéré comme nuisible, donc il est possible de l'éradiquer. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on peut l'éradiquer dans des actes qui sont distincts de l'acte de chasse. L'acte de chasse s'applique au gibier, l'acte de régulation ou de destruction s'applique à l'animal nuisible. Et donc, les modalités de destruction, comme le temps de destruction des nuisibles, sera différent de l'acte de chasse, totalement différent de ce point de vue-là. Et puis, il faut garder un élément, puis j'en reparlerai à la fin, parce qu'il existe toujours, même si c'est une appellation un peu ancienne, c'est que les propriétaires peuvent décimer ce qu'on appelle les bêtes fauves. Alors, ce qu'on appelle les bêtes fauves dans le vocabulaire occidental, ce sont tous les animaux qui ont le pelage couleur fauve, comme les cerfs, comme les lapins, etc. etc. Il ne faut pas les considérer comme les animaux bêtes fauves comme on pourrait les avoir dans les safaris. En gros, c'est l'animal qui est susceptible et qui porte atteinte effectivement à la propriété. On peut détruire un animal nuisible par anticipation de dégâts qu'il peut occasionner. On ne peut détruire de bête fauve que lorsqu'elle est en train de commettre un dégât. Et la qualificative de bête fauve s'applique à toutes les espèces, y compris, le cas échéant, des espèces protégées. Et quelle que soit celle-ci, ce peut être des quadrupèdes, des volatiles, des daims, des chevreuils, des chamois, les animaux sauvages, les volailles, etc., etc. Bref, tout animal. Et même, on le verra, les propriétaires peuvent avoir l'obligation de détruire certains animaux sauvages se trouvant sur leur propriété parce que leur présence peut avoir une translation de dommages en se transportant sur une autre propriété. Et on le verra notamment à propos des lapins dans les cimetières ou des lapins sur les terrains d'aviation qui peuvent creuser des galeries, qui peuvent donc affaiblir le support des pistes et donc entraîner non pas leur effondrement, mais un risque lorsque l'avion se pose d'avoir des tassements de celui-ci. Et donc finalement, le droit de propriété sera également une possibilité reconnue par le législateur pour un propriétaire d'abattre l'animal, mais qui n'est pas considéré ici comme nuisible au sens juridique du terme.
Et donc, de ce fait, comme je le disais, parce qu'on a cette dichotomie entre le gibier et le nuisible, même si certains gibiers peuvent se transformer en nuisibles, même si certaines espèces protégées peuvent se transformer en nuisibles, eh bien, procéder à leur destruction ne constitue pas un acte de chasse. C'est finalement, traduisons-le ainsi, un acte de légitime défense de l'homme par rapport à un agresseur, ou effectif ou potentiel. Et on a eu d'ailleurs la loi de 1844 relative à la police de la chasse qui comprend de nombreuses dispositions sur ce point. L'action, on a le droit de détruire les animaux malfaisants et de repousser par tout temps et en tout lieu les bêtes fauves. Donc l'intérêt général ici et le droit de propriété sont les justificatifs de la destruction. Et donc de ce fait, on va trouver deux catégories d'animaux dits nuisibles. Il y a ceux qui sont nuisibles par nature, et on verra, ce sont ceux qui font l'inscription sur des listes ministérielles et préfectorales, et il y a ceux qui sont nuisibles parce que tout simplement, ils sont trop nombreux. Si on les prend simplement individuellement, ils ne causent que peu de dommages. Si au contraire on les prend de façon collective, ils peuvent occasionner de nombreux dommages, voire même des destructions complètes de récoltes. Et donc de ce fait, le rôle de la personne publique, le rôle de l'autorité de police, c'est ni plus ni moins que de désigner quels sont ces animaux considérés comme nuisibles et surtout quelles sont les possibilités de les éradiquer, les manières de les détruire et les conditions d'exercice de ce droit. Et on verra d'ailleurs que l'imagination humaine est quand même assez sans limite de ce point de vue-là. Mais j'en reparlerai dans mon dernier cours lorsque j'évoquerai la question de la sensibilité animale qui ne s'applique qu'à l'animal domestique et pas à l'animal sauvage. Alors, comment est-ce qu'on appréhende aujourd'hui concrètement l'animal nuisible? On a un paradoxe, c'est que d'un côté, les textes visent la protection de la faune sauvage et la protection de la faune elle-même fait partie du patrimoine commun de la nation. La biodiversité est liée au patrimoine commun de la nation, et de l'autre côté, on a toute une série de textes qui vont autoriser, dans les conditions qu'on va voir, la destruction de certains animaux. Et finalement les textes semblent s'orienter vers une préservation maximale des espèces animales, mais dans le même temps, autorisent une régulation au moins à minima des espèces qui seraient susceptibles d'occasionner des dommages. Tout simplement parce qu'ils peuvent être préjudiciables aux personnes, préjudiciables aux biens ou préjudiciables aux équilibres écologiques. Et donc cette destruction va pouvoir être autorisée. Et si on prend de ce point de vue-là la circulaire ministérielle du 26 mars 2012 sur la procédure de classement des animaux nuisibles, quels sont les différents des espèces qui sont visées dans ce cadre-là. En fait, vous avez une approche qui est quand même extrêmement large, puisque les arrêtés ministériels vont classer les espèces nuisibles en trois catégories. Plus exactement en trois groupes. Premier groupe, ce sont des espèces qui sont considérées comme envahissantes. Alors, je vous renvoie à mon cours que j'avais déjà données sur ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, les 3 E. Ici, le premier groupe, ce sont les espèces envahissantes qui sont classées nuisibles sur l'ensemble du territoire, et vous avez 6 espèces qui sont concernées. Et donc, ce sont les arrêtés annuels, donc ils doivent être renouvelés annuellement. Le chien vivrin, le raton laveur, le vison d'Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. Donc, espèces exogènes. Le deuxième groupe, ce sont des espèces qui sont susceptibles d'être classées comme nuisibles par des arrêtés ministériels triennaux. Autrement dit, tous les 3 ans, ils sont renouvelés et qui vont, département par département, établir la liste des espèces d'animaux classées nuisibles sur proposition du préfet. Donc, c'est le ministre qui les classe par département sur proposition du préfet. Vous avez dans ce cadre-là la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau-freux, la corneille noire, la pie bavarde, le jet des chênes et les tourneaux sansonnets. 10 espèces. Lorsque j'évoque ces espèces, vous n'avez pas l'impression que ce sont des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts? Eh bien si, pourtant, notamment la pie bavarde que l'on voit souvent dans les arbres, a priori, de par ces prédations qu'elle pourrait apporter,
les considérer comme tels. Et donc, à partir du moment où les préfets ont envoyé leur proposition au ministre, celui-ci va arrêter pour 3 ans un arrêté les visant et qui va justement, on le verra, pouvoir faire l'objet, puisque ce sont des actes administratifs, pour faire l'objet de contentieux qui font appel à des connaissances biologiques, des connaissances scientifiques. Et puis, vous avez un troisième groupe, mais là, c'est un groupe qui peut être classé nuisible par arrêté préfectoral annuel. Donc, vous avez 3 niveaux finalement. Comme je le disais, les espèces exotiques classées annuellement par le ministre, les espèces nuisibles classées tous les 3 ans par le ministre, et vous avez ensuite annuellement un arrêté préfectoral qui va classer ces animaux. Ils vont être soumis à consultation du public, et ce sont le lapin de Garenne, le pigeon ramier et le sanglier. Donc le classement de ce fait repose sur un certain nombre de critères, mais quel est l'objet? Pourquoi est-ce qu'on les classe comme nuisibles? Quelle est la justification? Quels sont les motifs du classement? En fait, les 3 groupes de ces espèces d'animaux doivent être justifiés par l'un des 4 motifs suivants. Vous avez soit dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, et j'y reviendrai, soit pour assurer la protection de la faune et de la flore, soit pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, soit enfin pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété, sauf pour les espèces d'oiseaux. Et on voit finalement que dans certains des termes, on retrouve les motifs qui peuvent justifier des dérogations pour les espèces protégées, comme telles. Alors, cette nuisibilité, quelle est-elle? Donc, vous avez quatre arguments. Je vais les reprendre pour essayer d'en donner quelques explications. Finalement, lorsqu'on va reprendre les éléments, vous en avez un seul qui relève de l'ordre public, c'est la santé et la sécurité publique. Le reste, ce sont plus des atteintes particulière, mais là, vous avez une atteinte effective pour des raisons donc tenant à la santé et la sécurité publique. Et la tranquillité publique n'est pas visée en tant que telle. La tranquillité publique n'est pas visée en tant que telle. Et avec cette particularité, puisque l'ordre public est en jeu, c'est que vous avez des animaux qui, dans un certain imaginaire collectif, sont considérés comme dangereux pour l'homme, l'ours, le lynx, le loup, ou encore le sanglier. Et assez curieusement, certains arrêts, et c'est comme ça qu'on sait que des préfets ou des ministres ont classé ces espèces comme nuisibles, certains arrêts ont même classé la présence du lapin de Garenne comme étant un risque pour la sécurité ou la santé publique. Je vous livre un des jugements de ce point de vue-là, qui reprenait un arrêté préfectoral du préfet du Calvados, considérant que la présence du lapin de Garenne, qui est une espèce extrêmement prolifique, est avérée dans tout le département du Calvados, considérant les dégâts occasionnés par les lapins dans les cimetières, les jardins publics, les golfs, les talus, les francs-bords en bordure des lignes de chemin de fer, présentent un danger pour la sécurité publique, tout simplement parce qu'en venant creuser, il peut affaiblir très sensiblement les talus. On l'a vu notamment, alors c'était un des éléments qui a été dénoncé et qui était très révélateur du défaut d'entretien, mais lorsque dans les années 2000, vous avez eu des inondations sur le Rhône avec un affaiblissement des éléments qui permettaient de retenir le cours d'eau, eh bien ceux-ci étaient complètement creusés par des trous de lapin et donc qui de ce fait affaiblissaient fortement tous les talus qu'on avait pu évoquer. Alors, il est vrai qu'il y a un cas pour lequel on peut considérer que le lapin serait une menace pour la santé publique ou la sécurité publique, c'est lorsqu'il rentre dans les cimetières et va nicher dans les tombes, puisque si elles ne sont pas protégées, en tout cas elles le sont en surface, mais pas en profondeur, contre les trous des petits lapins, au-delà du fait que ça puisse choquer la moralité publique de savoir qu'il y a des lapins qui nichent au milieu des cadavres des ancêtres. Et finalement, ce qu'on relève surtout pour le lapin dans ce cadre-là, c'est souvent des questions de moralité publique, mais on a eu des cadres aussi pour lesquels vous avez
des régulations qui se font dans les aéroports, comme je le disais tout à l'heure, tout simplement parce que le trop grand nombre de lapins peut affaiblir très sensiblement la structure des pistes, notamment lorsqu'ils vont creuser sous celle-ci. Et donc, il est nécessaire de les détruire pour assurer la sécurité publique. Vous noterez quand même qu'il y a plus d'avions qui se crashent à cause des mouettes dans les réacteurs que des lapins. S'agissant de l'animal, si vous voulez, lorsqu'il a inscrit dans la lutte pour la salubrité publique, comme le renard, finalement, on se rend compte que c'est parfois, je dirais pas une hérésie, mais une contre-vérité. Tout simplement parce que je garde toujours à l'esprit la revue qui s'appelle La Hulotte, la gazette la plus lue dans les terriers, pour ceux qui connaissent, de Pierre Déon. Et vous aviez un superbe numéro sur le renard, et notamment une affiche que j'ai toujours chez moi. C'était un renard tué, et on voyait les chasseurs venir qui a un renard. Et merci, signé les 10 000 souris que le renard aurait mangées dans l'année. Et en fait, on se rend compte que la destruction d'un animal supposément nuisible, et notamment pour des raisons de salubrité publique, notamment la rage, peut se révéler contre-productif par rapport à toutes les autres espèces qu'il pourrait notamment réguler, puisque, comme il est précisé, notamment dans la jurisprudence, on se rend compte que ces espèces sont de très bons régulateurs. Ces espèces, sont très bonnes régulatrices d'autres espèces et peuvent éviter la transmission de certaines maladies. Prenons quelques jurisprudences qui ont bien montré la difficulté qu'a l'autorité administrative pour faire ce classement. Vous avez notamment, c'est une décision du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2012 qui précise, alors c'était à propos d'un recours fait par l'ASPAS contre un arrêté qui classait le renard comme espèce nuisible. Le renard joue un rôle de régulateur des aliments en surnombre ou malades et en participant ainsi à l'équilibre écologique de la faune sauvage. La rage est éradiquée depuis 1998, l'échinococose alvéolaire ne se présente pas dans les Bouches-du-Rhône et la gaz sarcoptique ne se transmet pas d'une espèce à l'autre. Donc, s'il est constant que le renard est porteur de maladies qui peuvent être transmissibles et qu'il possède la faculté de vivre au voisinage de l'homme, le préfet n'apporte aucun élément qui permettrait que la présence du renard dans le département des Bouches-du-Rhône est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés qu'on a vu, notamment la sécurité et la santé publique. Et puis d'ailleurs, si l'administration démontre que 20 personnes dans le département au cours de l'année ont contracté une maladie susceptible d'être transmise par le renard en consommant un porc qui aurait été alimenté par un renard parasité, eh bien, il n'y a aucun élément statistique, aucun élément scientifique qui permette de rendre compte de cas de contamination récents ou de l'agressivité du renard. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, et c'est d'ailleurs, on le reverra dans les conditions du classement qui sont dans les instructions données au préfet, c'est qu'on a de plus en plus d'arguments éminemment scientifiques qui viennent en défense contre le classement d'espèces nuisibles, et donc qui viennent contrebalancer les arguments administratifs pour montrer que finalement, il n'en est rien, ou en tout cas, il peut en être totalement différemment. La difficulté qu'on y voit, malheureusement, dans ce cadre-là, c'est que vous avez très souvent les arrêtés préfectoraux qui sont pris, et les associations qui vont les attaquer le font, mais le simple fait d'attaquer un acte administratif n'est pas suspensif d'exécution. Elles doivent, dans ce cas, donc demander une suspension d'exécution en rapportant l'illégalité, un soupçon d'illégalité, les éléments qui, en l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître dans l'esprit du juge un doute quant à la légalité de la mesure, et surtout l'urgence de la situation. L'urgence, elle est souvent établie parce que dès que l'animal est classé nuisible, il peut être détruit. En revanche, démontrer qu'il y a un problème de légalité impose souvent un argumentaire scientifique qui n'est pas toujours évident à construire. Et d'où à construire pour les associations. Et d'où le fait d'ailleurs, puisqu'ils peuvent défendre scientifiquement, le fait que cette circulaire de 2012 explique au préfet tous les arguments, tous les éléments scientifiques dont ils peuvent se prévaloir, et on verra ce qu'il en est s'ils ne peuvent pas, au contraire le faire. Mais on voit bien ces difficultés que l'on a dans la classification au regard de l'intérêt de la santé et de la sécurité publique par rapport à la pertinence scientifique. S'agissant ensuite
S'agissant ensuite des dommages importants, puisque le texte dit prévenir des dommages importants aux autres activités agricoles, forestières et aquacoles, eh bien, la protection des activités forestières et aquacoles, lorsqu'on lit différents arrêtés préfectoraux, n'a jamais été véritablement mise en jeu. C'est essentiellement les animaux qui sont nuisibles à l'agriculture parce qu'ils viennent détruire les récoltes, ils viennent manger les graines, ils viennent labourer les récoltes, détruire les plantations en cherchant notamment les racines. Je pense ici au cas du sanglier. Et finalement, la difficulté que l'on a de nouveau ici, c'est la terminologie. Le texte ne dit pas « vont occasionner des dommages », mais « vont occasionner des dommages importants ». Seuls les dommages importants permettent de classer l'espèce comme étant nuisible. De là, puisqu'il s'agit quand même d'une qualification qui va emporter la capacité de détruire l'animal, on a plusieurs interprétations. On pourrait considérer que la seule présence de cette espèce, par sa nature même, est susceptible d'emporter des dommages importants. On peut penser à une harpe de sanglier. Mais ce n'est pas l'argument qui est retenu en tant que tel. On le retiendra, on le verra lorsqu'il y a des atteintes à la propriété elle-même qui, elles, n'appellent pas de dommages importants en tant que tels, mais seulement des dommages. Vous avez ensuite un autre élément, c'est l'hypothèse, par exemple, de la présence d'espèces et les particularités de ces présences d'espèces dans un département, parce qu'elles s'y trouvent en très grand nombre, et c'est le très grand nombre. Et donc, l'accumulation, l'additionnalité des dommages qui va faire que ces dommages deviennent importants. Autrement dit, ce n'est pas l'importance du dommage dans un lieu donné, c'est l'importance du dommage quantifié à l'échelle d'un département qui va permettre de considérer qu'elle est nuisible à l'échelon départemental et pas simplement dans un secteur donné. Comprenez, même si elle est dans un secteur donné et qu'elle cause des dommages importants, c'est à l'échelle du département qu'elle sera considérée comme nuisible en tant que telle. Et puis enfin, vous avez une autre approche, certains collègues ont appelé ça une approche mixte, c'est de rechercher à la fois une présence significative de ces animaux sur le territoire d'un département et surtout un niveau élevé de dégâts par référence aux dommages qui auraient pu être causés antérieurement au regard de leur nombre établi. Et donc, on est plus dans l'acte de prévention de la destruction que de l'acte constaté, puisque c'est la prévention par rapport à des constatations de l'année précédente et non pas un classement de nuisibles par rapport à des dommages qui auraient été constatés dans l'année de référence dans ce cadre-là. Et la jurisprudence, d'ailleurs, a pu considérer que était valablement classée nuisible une espèce qui, à l'échelle d'un département, avait causé pour 4 000 € de dégâts. Donc je vous laisse voir un peu les montants qui sont quand même relativement faibles par rapport notamment aux espèces gibier qui font l'objet des indemnisations par les fonds d'indemnisation des dommages du gibier des chasseurs. Et finalement, on voit bien ici que les critères ne sont pas toujours très pertinents de ce point de vue-là. En tout cas, ils peuvent être très contestés parce que les années de référence ne sont pas effectivement les bonnes. On fait de la régulation par prévention au lieu de faire de la régulation par répression, si on peut employer le terme, parce que j'avais évoqué le fait qu'au départ, on pouvait considérer que la destruction nuisible, c'était un acte de légitime défense. Et puis, vous avez quelques autres dommages, mais qui sont retenus ça et là, en tout cas par les arrêtés préfectoraux et par la jurisprudence. Ça peut être des dégâts, notamment au matériel. Dégâts, par exemple, au matériel, au domicile, les animaux qui pénètrent dans le domicile qui causent un certain nombre de dégâts. Dommages causés à la voiture, par exemple. Bref, on se demande finalement si les dégâts à la propriété, puisqu'il est dit de prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété que les propriétés agricoles, forestières et aquacoles, bien, ces autres formes de propriété sont extrêmement pertinents. A priori non, puisque vous n'avez pas tant de dommages à la propriété que ça qui permettrait de justifier le classement au titre des espèces nuisibles. Et puis, lorsqu'on examine bien les éléments, on se rend compte que le Conseil d'État a rajouté une condition par rapport aux 4 possibilités, aux 4 motifs préexistants. Comme le précise celui-ci dans un arrêt de 1997 et qui a été répété dans d'autres arrêts, notamment en 98, Aspas
et compagnie, c'est que pour être considéré comme nuisible, l'animal doit être répandu de manière significative dans le département, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département. Sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts dès lors qu'il est établi qu'il est à l'origine d'atteintes significatives à des intérêts protégés. La présence significative, finalement, est très intéressante pour cela, parce qu'il met le caractère significatif Conseil d'État au regard des activités du département. Si vous êtes dans un département qui est essentiellement agricole, malheureusement, l'animal aura plus de chances, entre guillemets, d'être classé nuisible au regard des atteintes aux récoltes par rapport à un département qui serait beaucoup plus dans le secteur tertiaire ou l'industrie. Tout simplement parce qu'il n'occasionne pas ces dommages importants au regard d'une présence significative. Finalement, ça signifie quoi? Si on veut avoir un regard un peu distancié sur cet arrêt, ça signifie que l'animal n'est pas nuisible par nature en tant que tel, contrairement à ce qu'on avait pu défendre à certains moments. Ce qui fait son caractère nuisible, c'est sa présence importante et l'établissement d'atteintes significatives à des intérêts protégés. Ce qui veut donc dire que les pouvoirs publics, l'autorité de police, pour pouvoir classer une espèce nuisible, et c'est bien là le sens de l'arrêt, doit pouvoir établir l'état des populations au moment du classement. Il doit être dans un état de, comme dit la jurisprudence, de manière significative dans le département. Autrement dit, il faut établir une comptabilité de ces animaux. Or, la difficulté que va rencontrer l'administration au-delà des éléments, on va dire simplement scientifiques, puisque désormais, maintenant, il y avait d'autres instances avant, mais désormais, il y a l'Office français de la biodiversité, eh bien, ce sont les coûts, puisque les études zoologiques sont chères, le dénombrement des espèces ne sont pas toujours évidents à réaliser. D'où le fait que le Conseil d'État a été obligé, non pas de renverser sa jurisprudence qu'il venait établir, mais de la moduler, de la modérer. Il considère qu'en l'absence d'études scientifiques, les comptes rendus de piégeage effectués, donc le piégeage permet de faire une comptabilité des animaux capturés, les comptes rendus de piégeage effectués dans les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations sur le territoire de la Bourgogne, en l'occurrence ici, puisque sur le territoire de la Bourgogne, le pigeon ramier, donc c'était une des catégories que j'avais visées, la troisième, le pigeon ramier a été considéré comme nuisible du fait de la capture annuelle d'environ 50 000 individus. Il y en a trop en définitive, et c'est parce qu'on a capturé 50 000 individus qu'on peut établir que leur nombre se situe de façon significative. Entre nous, sans vérifier quels ont été les impacts des 50 000 individus prélevés sur le maintien de la population antérieure, ni son niveau de reproduction. La règle ne le dit pas en tant que tel, mais c'est ainsi. Et finalement, les piégeages, les relevés de piégeage deviennent utiles pour déterminer le caractère, la nuisibilité, comme on dit, la nuisibilité d'une espèce. Et, comme on dit en droit également, si ça n'est pas un critère, ça constitue ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. C'est un ensemble d'éléments qui permet de déterminer le nombre significatif ou pas de cette espèce sur le territoire. Mais ça signifie simplement qu'on va déterminer un caractère significatif au nombre d'animaux tués. C'est quand même pas très pertinent, si vous voulez, en termes de comptabilité. Tout simplement parce que, si on veut pousser le raisonnement jusqu'à son terme, plus une espèce est détruite et plus il y a d'individus détruits, plus on va pouvoir considérer qu'elle est nuisible, parce qu'elle est en nombre significatif. Donc vous voyez un peu, il y a une espèce d'hypocrisie dans ce type de dénombrement, validé d'ailleurs par la jurisprudence, tout simplement parce qu'on peine à avoir des moyens d'établir la comptabilisation des animaux simplement vivants en tant que tels. On le voit d'ailleurs avec d'autres animaux comme le cormoran, par exemple. Certains d'ailleurs ont appelé ces tirs à l'aveugle
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les dénombrer effectivement. On a des plans particuliers d'intervention avec des anneaux, notamment parce que ce sont des espèces protégées, donc on va fixer des quotas annuels de prélèvement de ces animaux, notamment 5% du nombre d'animaux qui étaient dans une zone, dans une année de référence, mais en réalité, ça n'a pas de véritable valeur scientifique en tant que tel. Et finalement, les éléments chiffrés, qui sont les éléments apportés par l'administration, sont considérés comme des éléments valides, ce qui veut donc dire que les associations qui veulent lutter contre ces arrêtés sont obligées, elles, d'établir de réelles études scientifiques pour démontrer que le dénombrement tel qu'il a été fait par l'administration n'était pas le plus pertinent, en tant que tel. D'ailleurs, la jurisprudence vient sanctionner parfois ces excès administratifs. Par exemple, le classement de Belette et de Putois dans certains départements, comme dit le Conseil d'État, a été pris sans éléments concrets et dans l'attente des informations produites l'année suivante. C'est-à-dire que l'administration posait une espèce de présomption, comme dit le texte, de caractère significatif au regard de la quantité qu'on pourrait prendre dans l'année de référence, mais non plus l'année antérieure, mais l'année actuelle. Mais l'année actuelle en tant que telle. Autrement dit, la nuisibilité de l'animal, fondée simplement sur son nombre, sans se tenir compte des dégâts effectifs, puisque là on est uniquement sur le chiffre en tant que tel, la preuve en est, une fois que l'animal est mort, c'est plus un animal qui est susceptible de causer des dégâts en tant que tel, par nature. Et donc de ce fait, l'approche est quand même assez biaisée comme ceci. Et puis, dernier élément pour démonter un peu ce mécanisme administratif, c'est que le fait d'avoir des animaux en très grand nombre, d'avoir une présence significative, ne veut pas dire nécessairement qu'on aura une augmentation des dommages. Il n'y a pas de corrélation nécessaire entre les deux. Le juge, mais toujours sous la pression des associations par rapport aux arguments qu'elles apportent pour lutter contre ces arrêtés de classement, eh bien le juge considère qu'il est nécessaire d'individualiser les mesures de police faites sur les animaux et qu'on ne peut pas simplement décider que le grand nombre fait les grands dommages. Ça n'a pas de causalité, ça n'a pas de corrélation, ça n'a pas de corrélation nécessaire. Le Conseil d'État, et je vous le disais par rapport à la computation, peut considérer que les espèces sont localement nuisibles, elles peuvent localement causer des dégâts, mais pas nécessairement les faire sur l'ensemble du département. Et donc le grand nombre à l'échelon départemental ne veut pas dire que cela va avoir des effets sur l'ensemble du département qui justifieraient. Or, le problème de ces arrêtés, c'est que ce ne sont pas des arrêtés qui sont localisés, ils sont départementalisés. Donc, on prend une masse globale qu'on intègre dans la computation administrative sans tenir compte des réalités de terrain, Et finalement, lorsque le Conseil d'État va nous dire ces animaux peuvent être nuisibles, ça n'est qu'une potentialité, ça n'est pas nécessairement une réalité. Alors, une fois qu'on cerne à peu près ce qu'est un animal nuisible au regard des critères administratifs, envisageons qui les détruit et surtout comment on les détruit. Et vous allez voir que les moyens de destruction sont très très nombreux et qu'on peut remettre en cause, et j'en parlerai dans mon dernier cours à propos de la sensibilité animale, mais en plus encore d'ailleurs à la fin de ce cours par rapport à certains événements parisiens de multiplication de certains types de rongeurs qui, eux, ne sont pas considérés comme nuisibles au sens de la réglementation et peuvent faire l'objet de destruction sans régulation particulière sur prendre en compte les modalités, mais j'y reviendrai. Si on prend la circulaire de 2012 qui nous donne une liste assez impressionnante de l'imagination humaine pour la destruction animale, les conditions de destruction, en fait, sont variables en fonction des animaux considérés. Par rapport aux espèces pouvant être classées nuisibles. Je vous en donne que quelques exemples. La belette, la fouine, la martelle putois, ce qu'on appelait autrefois les puants, peuvent être piégés toute l'année, alors après avec des critères géométriques de distance par rapport aux maisons à plus de 250 mètres, tout simplement,
uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment, parce qu'on va considérer qu'ils peuvent, en étant à moins de 250 mètres, être trop proches du bâtiment pour venir dévorer les poulettes qui peuvent être dans les poulaillers, notamment bâtiments élevage particulier professionnel, ou sur des terrains consacrés à l'élevage apicole ou avicole, notamment dans le cas de la martre. Ils peuvent être piégés sur tous les territoires de ce fait-là. Ils peuvent être également détruits à tir, sur autorisation individuelle, donc chaque personne doit demander l'autorisation de pouvoir tirer un de ses mustélidés. Le renard peut de son côté être piégé en tout lieu, enfumé, et merci pour lui, à l'aide de produits non toxiques. Il est bien précisé que le produit ne peut pas être toxique. Il peut être déterré avec ou sans chien. Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle, etc., etc. Donc vous avez toute une série de dispositions qui vont préciser la façon dont on va pouvoir les détruire. Pour les oiseaux, on peut les tuer, mais on ne peut pas tirer dans les nids. Donc les juvéniles ont encore une petite chance de survie, mais non, en réalité, ils n'en auront plus. À partir du moment où les parents ne sont plus dans le nid, l'œuf se refroidit et donc l'animal disparaît. C'est-à-dire qu'en réalité, en tuant un animal en période de nidification, vous en tuez toute une série d'autres, mais qui ne sont pas comptabilisés dans la destruction en tant que telle. Et donc vous avez comme ceci le piégeage, etc., etc. Donc une très grande imagination dans ce cadre. Mais alors, quelle est la situation des autres espèces ? Quelle est la situation des autres espèces que certains ont appelées des espèces intermédiaires au regard du caractère nuisible, qui ne sont pas considérées comme nuisibles juridiquement au sens où le prévoit le code rural, le code de l'environnement ou le code général des collectivités territoriales, mais qui sont nuisibles dans l'imaginaire populaire. Le moustique, l'excès de moustiques nuit, les rats, les souris, enfin toutes ces petites bestioles qui envahissent le quotidien des urbains. Pourquoi leur statut est à part ? Parce qu'ils ne sont pas gibiers, ils ne sont pas nuisibles, ils ne sont pas animaux malfaisants, et ils ne sont pas considérés comme des bêtes fauves. Donc, grosso modo, ils ne sont rien d'autre que des bêtes, que des animaux, mais qui causent des dommages sans avoir fait l'objet d'une classification administrative. Or, en dépit de tout ce que j'ai pu vous dire sur les horreurs qu'on peut infliger dans ce cadre-là, l'intérêt d'une classification, c'est que ça permet la régulation du mode de destruction. Alors que ces autres animaux, n'étant pas classés dans un domaine en particulier, peuvent faire l'objet de destruction par tout moyen. Ils ont un statut finalement, comme on dit en droit de genre, ils sont des animaux sui generis, ils sont à part. Mais ils sont tout simplement ce qu'on appelle des res nullius, donc des choses sans maître. Donc étant sans maître, il n'y a personne pour les protéger de ce point de vue-là. Étant sans classement d'espèces protégées, il n'y a pas de protection légale, donc ils sont livrés à la merci de l'homme en tant que tel par rapport aux différents moyens. Donc on peut les détruire en tout temps, dès lors qu'ils commettraient ou seraient susceptibles de commettre des dégâts, et sans tenir compte de leur sensibilité, puisque seul est protégé quant à sa sensibilité, l'allitération en « et » c'est un peu compliqué, l'animal domestique. Le rat, la souris et autres animaux comme ceux-ci ne sont pas considérés comme des animaux domestiques, alors même qu'ils vivent dans les maisons, mais ils ne sont pas domestiqués au sens propre du terme, ce qui permet l'empoisonnement, ce qui permet l'englument, ce qui permet d'utiliser des tapeteras, ce qui permet de les noyer, enfin tout un ensemble de subtilités létales, tout simplement parce que, et alors même qu'ils n'ont pas encore commis de dommages, qui s'apprêteraient à le faire. Ils rentrent dans la maison, et ils se font prendre par une tapette à souris, l'animal meurt, mais il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut en particulier. Il n'y a pas de statut en particulier de ce point de vue-là. Et donc, de ce fait, l'animal sauvage qu'il est peut faire l'objet de tout moyen, de destruction, et il n'est pas protégé par ce qu'on appelle, et on le verra la fois prochaine, les actes de cruauté à son égard. Et donc, pénalement, l'attitude de l'homme à son égard n'est pas réprimée, puisqu'elle n'est pas prévue par la réglementation en tant que telle. Alors, certains auteurs, j'ai ma collègue Viviane Lévy-Bruhl qui avait fait une des premières grandes thèses sur la faune
avait tendance à considérer qu'à partir du moment où l'animal était un peu immobile sur le terrain, comme les lapins des Garennes ou comme le lombric, qui se déplace à une vitesse tellement faible qu'il ne peut pas être considéré comme un élément meuble, mais plutôt rattaché immeuble, serait rattaché à la propriété en tant que telle, pourrait donc être considéré comme un animal domestique. On ne pourrait donc plus le prendre et puis lui mettre un hameçon puis aller pêcher avec, parce que c'est un acte de cruauté finalement envers cet animal. Et bien de ce fait, en fait, c'est une approche qui est extrêmement sympathique, si vous voulez, dans son esprit, pour essayer de trouver des arguments, mais en réalité, ça ne tient pas juridiquement. Ça ne tient pas juridiquement en tant que tel. Et puis, vous avez un autre texte qui n'est pas visé qui n'est pas considéré pour les nuisibles, mais qui est considéré pour ces animaux de genre, si on peut dire, intermédiaires, c'est le règlement sanitaire départemental. Et le règlement sanitaire départemental qui est arrêté à l'échelon ministériel, reproduit ou modifié par le préfet à l'échelon départemental pour tenir compte de ces particularités et éventuellement adapté par le maire à l'échelon communal, eh bien, ce règlement sanitaire départemental autorise notamment, lorsque la présence de rongeurs est constatée, de prendre sans délai les mesures adéquates pour pouvoir les détruire. Quand on dit adéquate, c'est comprenez par tout moyen en tant que tel. Et je vous laisse, le cas échéant, aller regarder dans les magasins les différents pièges que l'on peut trouver pour mesurer ce qui peut en être. Oui, on a tous été, ceux qui ont habité à la campagne ont tous été encouragés par leur père jardinier à venir guetter les taupes et lorsqu'il en déterrait une, d'avoir une petite pièce pour montrer, mais la mode de destruction de la taupe par gaz toxique, par noyade ou par coup de pioche sur la tête, eh oui, tous les moyens sont possibles. Et l'enfant était rémunéré pour cela dans certains endroits de la campagne. Donc, ça donne une incitation, on va dire, à cette destruction, et surtout le fait qu'elle n'a pas de protection en tant que telle. Elle n'avait pas, plus ou moins, parce que la Tapa européa, enfin certaines en tout cas, peuvent faire l'objet de mesures de protection particulières dans ce cadre-là. Mais protection en tant que telle. Et puis il y a les insectes aussi qui sont des animaux comme tels. Ce qu'on appelait, ce qu'on a eu à une époque, qu'on appelait les groupements de lutte contre les ennemis des cultures. Donc c'était la guerre à l'insecte qui était faite, c'est les ennemis des cultures, où on développait, j'ai chez moi des manuels extrêmement, des 400-500 pages de manuels qui expliquent comment on détruit les insectes dans les champs au 19e et début du 20e siècle, donc toute une série de moyens de dire. Comme on n'avait pas tous les produits chimiques dont on dispose actuellement, supposément sélectifs, c'était l'éradication de masse, on va dire, pour les détruire en tant que tels, parfois même avec des éléments de pollution de l'environnement. Une des meilleurs moyens qu'on avait trouvé avant l'invention du DDT pour éradiquer les moustiques dans les marais, c'était tout simplement d'étendre du pétrole. Ce qui fait que la larve du moustique, en remontant, puisqu'elle respire à la surface, en remontant à la surface, s'engluait dedans, ne pouvait plus respirer et mourait. Mais ça polluait le milieu. Donc on avait la destruction de l'animal d'un côté. Si vous voulez, comme il n'y avait pas déjà il n'y avait pas d'invention de moyens entre guillemets modernes, mais surtout c'est qu'il n'y avait pas de statut particulier dans ce cadre-là. Ce n'est qu'à partir du moment où vous avez eu de la réglementation de la démoustication que vous avez eu une meilleure régulation, en tout cas qui ne porte pas corrélativement atteinte à l'environnement, puisque le préfet va définir des secteurs de lutte contre le moustique. C'est pas on va détruire le moustique de partout et polluer tous les territoires, pour les territoires en tant que tels. Mais il n'empêche que, même si on ne les appelle plus des ennemis des cultures, on les appelle toujours des organismes nuisibles. Des organismes nuisibles qui peuvent être qui sont considérés de manière permanente comme nuisibles sur le territoire, et on peut les détruire, surtout, quel que soit le stade de leur développement. C'est-à-dire que s'il est interdit, par exemple, de détruire les œufs d'un oiseau, il est en revanche possible de détruire les arbres d'un insecte. Parce qu'on n'a pas les mêmes... surtout, il y a une raison biologique. La larve d'insecte se nourrit, si elle est phytophage, elle va se nourrir des feuilles, alors que l'oiseau, lorsqu'il est au nid, ne s'en nourrit pas en tant que tel. Donc c'est une régulation qui joue quand même un peu sur la biologie de l'espèce en tant que telle. On a vu ce qu'est une espèce protégée, on a vu comment on détruit une espèce protégée. Le lapsus.
Ne le coupez pas au montage, je l'aime bien. Donc on a vu ce qui était une espèce nuisible, on a vu ce qui était une espèce, quels étaient les moyens de destruction. Ensuite, pour terminer, qui peut détruire? Qui peut détruire ces espèces-là? En fait, la destruction des espèces protégées est considérée par certains comme une des espèces protégées. J'y tiens, c'est pas possible. Des espèces nuisibles est considérée comme une activité légitime. Autrement dit, non seulement on peut, mais on a le droit. On a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Tout d'abord, les particuliers. Les particuliers ont le droit de détruire les espèces nuisibles, j'insiste bien sur le terme cette fois, tout simplement parce qu'ils protègent leur propriété. Simplement parce qu'ils protègent leur propriété, ce qui veut donc dire que seuls peuvent agir les propriétaires, les bailleurs, les preneurs à bail, pardon, donc ceux qui sont locataires, ou ceux qui sont installés avec l'autorisation du propriétaire. Et c'est en cela qu'il faut bien distinguer, et c'est bien là la distinction que j'ai faite au départ, entre la destruction des nuisibles et la chasse, c'est que si un propriétaire peut être privé de son droit de chasse lorsqu'il est dans une ACCA, Association communale de chasse agréée, ça ne le prive pas corrélativement du droit de détruire les nuisibles sur sa propriété, alors même que certains des nuisibles seraient également des gibiers chassables. C'est parce qu'ils sont nuisibles qu'ils gardent le droit. Mais lorsqu'ils sont gibiers, il n'a plus ce droit qui est transmis à l'association communale de chasse agréée. Alors bien sûr, la prérogative de détruire des nuisibles peut être transmise à des tiers, qui va agir alors au nom du propriétaire, mais ce n'est pas un acte de chasse. Ce n'est pas un acte de chasse en particulier. Mais surtout, c'est que lorsque le propriétaire agit, c'est que souvent il le fait pour se protéger lui-même, protéger sa propriété, mais se protéger contre les tiers. Parce que vous avez toute une série de jurisprudences, y compris d'ailleurs en droit public, qui va considérer que le propriétaire d'un terrain qui laisse pulluler les lapins sur son territoire sans les réguler devient responsable de la destruction de récoltes parce qu'ils vont se reproduire, ils vont se dormir sur le territoire du propriétaire et vont aller se nourrir ailleurs. Eh bien, on va considérer que le propriétaire n'est pas totalement irresponsable de ce fait-là parce qu'il aurait dû les réguler. Un de mes collègues, dans sa thèse sur l'animal en droit public, avait noté que le propriétaire d'un terrain qui avait laissé pulluler des lapins, qui avait entraîné la perte de 1069 arbres, était considéré comme responsable de cette destruction parce qu'il n'avait pas régulé les lapins. Et d'ailleurs, il note que, eu égard à la fécondité des lapins de Garenne installés sur les propriétés, le propriétaire aurait dû organiser des battues suffisantes. Or, ici, elles étaient insuffisantes et tardives. Et donc, de ce fait, il devient propriétaire. On a d'ailleurs la même chose, notamment, j'avais relevé quelques jurisprudences sur des lapins qui venaient nicher dans des buttes, dans des talus qui permettaient de constituer des stockages de déchets. Et on considérait que dans la mesure où les lapins venaient se reproduire et que l'administration ne les régulait pas, il y avait le dommage d'ouvrage public, puisqu'il y avait un mauvais fonctionnement de l'ouvrage. Donc l'administration ne fait pas l'objet des mêmes poursuites civiles, puisque c'est dans le juge administratif qu'une personne privée, mais dans le même temps peut également faire l'objet des mêmes poursuites si elle ne procède pas à cette régulation. Ce qui fait le fondement de son obligation, c'est la propriété en tant que telle. Mais surtout la personne qui a la compétence reconnue par les textes dès l'origine pour réguler les nuisibles, ça reste les pouvoirs publics. Ça reste l'autorité de police en tant que telle. Avec toute une gradation, on l'a vu tout à l'heure, lorsque je vous donnais la liste, il y avait la liste des espèces exotiques envahissantes qui était ministérielle, annuelle. Vous aviez la liste de certaines espèces locales, mais qui était ministérielle, triennale. Et vous aviez l'intervention du préfet. Donc le préfet a cette capacité, donc comme autorité de police, à l'échelon du département, d'arrêter des listes d'espèces protégées. Mais non seulement le préfet, mais également le maire, puisque le maire peut organiser, c'est ce que dit l'article L2222-21 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal
et en particulier de prendre, à défaut des propriétaires, ce qui veut donc dire que le maire peut organiser ces opérations de destruction parce que le propriétaire n'y a pas procédé. Donc le maire peut mettre en demeure le propriétaire de procéder à ces destructions, et s'il ne le fait pas, il se substitue à celui-ci. Donc il peut prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ceux du moins invités, donc il les a mis en demeure, ce qu'on appelle une invitation, en droit se traduit par une mise en demeure. Donc vous devez, sinon, je vous remplace à vos frais le cas échéant, toutes les mesures nécessaires à la destruction des espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés au code de l'environnement que je vous avais cité tout à l'heure, et il peut le faire avec les habitants avec armes, les chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de les détruire, de les surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures qui peuvent inclure le piégeage des animaux. Donc bref, toute une série de dispositions sont possiblement mobilisables pour ce faire. Et cette fonction, c'est ce qu'on appelle la battue administrative. Ce n'est pas la battue de chasse telle qu'on la connaît, organisée par les fédérations de chasseurs ou les associations locales. C'est la battue administrative qui est organisée sous le contrôle administratif du préfet, mais qui ne peut intervenir uniquement que si les propriétaires ont été en état de carence par rapport à leur obligation, de destruction en tant que telle. Autrement dit, la battue administrative, c'est la méthode en tant que telle de destruction, alors que lorsqu'on a une battue en matière de chasse, ça n'est qu'un élément accessoire de la chasse qui permet de rabattre le gibier en tant que tel. Donc les deux dénominations ne doivent pas prêter à confusion en tant que tel. Et donc finalement, vous avez toute une série comme ceci de mesures qui sont prévues par les textes. Mais vous aurez noté que le maire ne peut intervenir que pour les seules espèces qui sont strictement délimitées, visées par le Code de l'environnement. Pour les autres espèces, comme le maire n'a pas la compétence pour procéder à leur élimination, eh bien, le maire ne peut pas ordonner leur destruction. Mais alors, de ce point de vue-là, en dehors de ce cadre, comme il n'a pas la compétence, il peut le faire dans un seul cas, c'est lorsque l'animal est susceptible de causer un risque de trouble à l'ordre public, du style l'animal qui attaque, agression d'un loup, agression d'un ours, etc. Il y a eu toute une série de jurisprudences sur la capacité possible du maire ou pas d'intervenir dans ce cadre-là. Et il a été notamment considéré qu'en cas de menace pour la sécurité publique, le maire était compétent pour ordonner la destruction d'ours bruns, dont je vous rappelle que ce sont également des espèces protégées. Donc il faut bien faire attention aux différents statuts d'espèces qui peuvent être à la fois gibier et nuisible, et qui peuvent être espèces protégées et nuisibles. Donc vous avez comme ceci, d'où mes petits écarts de qualification tout à l'heure. Et surtout, c'est que si le maire n'y procède pas, c'est-à-dire qu'alors même qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, eh bien la responsabilité de la commune peut être mise en œuvre du fait de la carence du maire, comme le propriétaire peut voir sa responsabilité mise en œuvre dès lors qu'il y a carence de sa part sur sa propre propriété. Et de la même façon que l'État peut voir sa responsabilité mise en œuvre si le préfet ne procède pas non plus à ces mesures de battue administrative préfectorale que l'on trouve dans le Code de l'environnement dès lors que les animaux sont susceptibles d'occasionner des nuisances. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en fonction des autorités qui interviennent, ce ne sont pas les mêmes espèces qui peuvent être détruites, et en fonction des autorités qui interviennent et de la qualification de l'espèce, certaines espèces protégées ne peuvent pas être détruites par certains moyens ou dans certaines conditions. En revanche, pour des mesures d'ordre public, le maire peut ordonner l'abattage d'une espèce protégée. Et puis, surtout, c'est que ce n'est pas parce que c'est une autorité administrative qui va ordonner que l'on peut employer tous les moyens, puisque lors d'une battue, le préfet ne peut pas autoriser des moyens qui seraient prohibés pour la chasse. Autrement dit, il ne peut autoriser qu'une régulation utilisant des moyens légaux.
des moyens légaux en tant que tels, notamment les véhicules, les tirs de nuit, etc., qui sont interdits comme tels. Et puis vous avez enfin, comme auxiliaire, et on l'avait bien vu notamment lorsqu'il y avait le H1N1, où les chasseurs étaient devenus les vigilants du territoire, l'appel aux associations communales de chasse agréées, donc qui peuvent intervenir dans ce cadre-là pour permettre la régulation, on va dire, comme étant non pas des substituts, mais des éléments complémentaires à l'autorité de police. Et finalement, une fois que conclure par rapport aux espèces nuisibles, on va peut-être attendre le prochain arrêté la prochaine circulaire qui va viser les modalités de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dommages, puisqu'on ne va plus pouvoir parler de nuisibles en tant que tels, mais si j'ai bien insisté pour le remettre dans le cadre de l'anthropocène, c'est qu'on a quand même un regard un peu anthropocénique dans ce cadre-là sur l'animal. Merci beaucoup et bonne fin de journée.